Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathia. Avant de commencer, j'aimerais remercier à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui m'écrivent pour partager des idées qui naissent grâce à ces causeries de la série La discipline et après cette matrice qu'elle fabrique du savoir. Des rencontres qui sont informelles, conçues en toute simplicité du geste, sans aucune prétention autre que celle du bonheur de la rencontre avec l'autre, pour scruter un petit peu l'avenir du savoir. Merci pour vos bons mots et pour votre intérêt. J'ai envie de commencer cette causerie avec une citation de Pina Bausch. Danser, sinon nous sommes perdus. J'ai choisi Pina Bausch pour son nom, certes associé à la danse, mais aussi surtout pour son originalité, pour avoir su créer un chemin nouveau dans le monde de la danse. Cela est quelque part suggestif dans le contexte de notre rencontre aujourd'hui, où j'ai le plaisir d'explorer l'avenir du savoir de manière toujours très indisciplinée, c'est-à-dire de traverser de plusieurs champs de savoir, dans la compagnie de Mathias Scarpula. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui à cette rencontre qui sera mise sous le signe du mouvement. Mathias, j'ai eu le bonheur de parler ici avec des gens venus en littérature de la philosophie, de la musique classique, pour t'accueillir toi à présent sur ce terrain de la littérature où tu arrives en dansant. Mathias, tu es chercheur et écrivain, tu es né en Italie et après avoir vécu en France plusieurs années, tu es venu résider depuis 7 ans au Canada, au Québec. Tu fais aussi partie de ces passionnés, de ces curieux qui ne s'arrêtent pas à une première expérience de savoir. Tu détiens un premier doctorat en art, spécialité danse, obtenu à l'Université Côte d'Azur en France, où tu as été aussi chercheur boursier égide auprès du Centre national de la danse. Tu as également été chercheur boursier de l'Agence universitaire de la francophonie, ce qui t'a permis de côtoyer plusieurs universités en Europe et au Québec. À présent, tu poursuis ta quête avec un deuxième doctorat en littérature, en études littéraires, volet recherche et création à l'Université de Laval, où tu as aussi enseigné. Alors, de la danse à la création littéraire, tu t'intéresses aux représentations identitaires, au corps comme prisme critique de connaissance, à la relativité des définitions des genres littéraires et des disciplines artistiques, et, chose un petit peu moins habituelle, à l'introduction des activités physiques dans le processus de création des écrivains. Nous en reviendrons parce que ta perspective est bien particulière. Ta traversée dans le savoir t'a amené à croiser des disciplines sportives, des études culturelles, la science archivistique, et à construire un dialogue entre les arts littéraires et les arts performatifs. Et tu as enrichi ce dialogue de tes voyages aussi dans d'autres domaines. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as dirigé pour les 2 dernières années la revue universitaire Le Crachoir de Flaubert, par exemple, pour ne nommer que cela. En plus d'être un chercheur de première ligne dans les humanités, arts, danse, littérature, et donc d'être auteur de plusieurs articles interdisciplinaires, tu es également écrivain. Et sur ce terrain de l'écriture, de la création personnelle, disons, tu explores aussi plusieurs genres littéraires. En 2020, il y a quelques mois à peine, euh, paraît ton premier roman, Errance, chez Annika Parence, éditeur, alors qu'en 2019, tu as publié un recueil de nouvelles, Préparation au combat, aux éditions Hashtag de Montréal. Tu as également publié 3 recueils poétiques et d'autres nouvelles chez Harmattan, entre autres. Mathias, tu as créé et tu donnes souvent des ateliers corporels d'écriture, dont un dernier que tu n'as pas pu organiser il y a quelques mois à cause de la Covid, intitulé Sentir les mots, écrire le corps. Ces ateliers, ces démarches artistiques qui dépassent les frontières universitaires créent un pont, un lien effectif entre le monde du savoir, la tour d'ivoire,
et la société. Et sont des liens très importants pour toi car ils te permettent de venir en contact avec d'autres artistes, avec des professionnels, parfois à travers la conception des formes performatives. On rappelle ici Un amour, Un amore, en 2012 en France, ou Les gestes de nos mémoires en 2016 au Québec. Depuis mai 2020, tu as commencé un nouveau projet, La danse des écrivaines, et des écrivains, en collaboration avec 8 autres artistes écrivains de la ville de Québec. Et tout cela t'inspire pour ta recherche, ce qui mérite d'être souligné, car tu ne restes pas uniquement sur le terrain conceptuel ou théorique, mais tu puises aussi dans la pratique effective, dans le geste, dans le mouvement de la danse pour comprendre l'écriture. Alors, tu as soutenu donc ta première thèse de doctorat en France en 2010, à Nice, une étude qui se veut un préambule à une autocritique du chercheur par le prisme de la danse contemporaine. Et pour ce faire, tu as choisi la très difficile tâche de la spectature, pour dire comme Lefebvre, dont tu as fait un récit. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, tu vois des spectacles de danse, puis tu les racontes. Le texte devient le seul accès au mouvement qui est premièrement vu, puis il est mis en récit. Et tu assumes le fait que, je te cite, chaque spectateur est une singularité qui vit différemment une représentation. Cela me rappelle Blanchot qui disait « Lorsque je lis, ce qui m'arrive n'arrive à personne ». Cette posture de la spectature t'a imposé une deuxième responsabilité à assumer, le fait d'être un étranger dans le regard d'un autre. Dans ce jeu de la distance, dans la représentation, en passant par le dispositif théâtral, par la spatialité décrite par le corps en mouvement, tu es finalement arrivé à comprendre qu'on est spectateur face à soi-même. Mathia, après une telle interdisciplinarité artistique où tu n'as pas cessé de voir la création sous l'angle du corps et du texte, d'un corps à donner au texte, pour paraphraser Deleuze, tu poursuis maintenant avec un deuxième doctorat en études littéraires. Et ma première question pour toi est pourquoi, après 10 ans, 10 ans plus tard, après ton premier doctorat, tu réalise un deuxième doctorat en études littéraires. J'aimerais t'inviter à raconter un peu ton histoire. Bah, première chose, merci beaucoup de me faire participer à ce questionnement, à tes recherches. C'est vraiment très intéressant. Donc, merci pour l'invitation. Pour répondre à ta question, c'était un désir d'aller plus vers l'écriture. Donc, c'est que jusqu'à, je dirais, jusqu'en 2012, euh, je suis arrivé au Québec en 2013, donc jusqu'en 2012, j'écrivais de la poésie. J'avais le rêve d'écrire de la prose. J'ai commencé différentes proses, mais je n'arrivais jusqu'au bout. J'aboutis. C'est pas parce que j'avais d'autres priorités de vie, d'activité. Mais je suis toujours un grand lecteur. Et, et puis, il y a eu quand même tout mon intérêt pour les études en danse. Et, euh, et puis, en même temps, par exemple, l'une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand je travaillais, par exemple, avec des compagnies de danse, je passais le temps à observer les autres danser et, euh, et autour de ceux qui construisaient les chorégraphes, après on construisait des questionnements pour construire des rencontres avec différentes formes de public. Et donc je travaillais pour eux et elles, mais j'écrivais aussi pour moi. Donc il y a une partie, par exemple, de mon premier recueil français, que c'est un peu en italien, mais la plupart c'est en français, Journal des traces, qui est sorti dans la première version dans des salles de répétition.
Et donc, il y avait quelque chose, le rapport au corps qui s'était lié peut-être aussi parce que je voyais ces salles de répétition comme des moments de travail, mais aussi comme des moments de pause où je me laissais le temps d'écrire, que je ne le faisais pas ailleurs parce que j'étais pris par 10 000 autres activités. Et donc, finalement, quand je suis arrivé au Québec, je me suis mis à écrire. Et puis, j'ai compris que si je voulais faire de la recherche, je devais, parce que je suis passionné de recherche, c'était pas en danse que je devais la faire, je devais faire écriture et danse. Donc c'était important de développer l'écriture, mais de construire aussi une réflexion à travers les œuvres littéraires. Mais le sujet donc des thèses, j'écris un roman, mais la partie réflexive, c'est autour du processus d'écriture parce que et c'est aussi une partie le sujet de la première thèse, c'est que le rapport au corps, mon rapport à mon corps a changé à travers différentes activités de danse ou à travers différentes pédagogues en danse ou en pratique somatique, en étudiant par exemple la médecine chinoise, mais pour plaisir et pas pour devenir expert vraiment dans tout ce que c'est. Mais donc ça m'a changé et donc ça m'a changé aussi le rapport à l'écriture. Donc, la relation entre l'œuvre de création et l'œuvre de la partie réflexive dans la thèse, c'est plus lié à mon processus d'écriture parce que, par exemple, quand j'écris, je suis très peu arrêté. Par exemple, j'ai 3 lieux d'écriture. J'ai un lieu où j'écris debout, un où je suis assis et un autre de l'autre côté pour me relire. Donc, j'ai besoin d'être en mouvement parce que sinon, il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est essayer de voir un peu mon expérience, comment ça peut servir à d'autres personnes. Voilà. D'accord, merci. Oui, donc tu as besoin d'être en mouvement, ça c'est très intéressant, très bien dit aussi, parce que le mouvement, il est souvent associé évidemment à la pensée. Donc tu as besoin de continuer à faire chemin, tu as besoin de continuer à danser, comme disait Pina Bausch. Oui, Évidemment. mais c'est par rapport à ce que la citation de Pina Bausch, c'est aussi que pour c'est danser, c'est continuer à vivre, mais aussi être notre corps, c'est continuer à vivre, parce que sans notre corps, on ne serait rien, on n'existerait pas. Donc, oui, on est de la pensée, mais la pensée, c'est dans notre corps. Et en plus, on peut se faire essayer de ne pas penser, on pense quand même, mais ça reste que notre corps, à travers tout l'organe de la peau, est en continuel échange avec l'environnement. Donc, c'est mieux connaître mieux notre corps parce qu'on est tout le temps en communication et en relation avec notre environnement. Alors, ma deuxième question, Mathias, ce qui a retenu mon attention dans ta réflexion est le fait de reconnaître que tout spectateur ou tout lecteur apprécie ou non une œuvre d'art ou un spectacle par rapport à ce qu'il est devenu, à ce qu'il vit dans son présent. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, nous l'avons bien montré avec les autres, avec Miruna, avec les autres invités, nous sommes dans un contexte de mort de l'art. Hein, on le connaît depuis Bataille, Beuys, Stigler et d'autres qui ont longuement exposé et montré qu'est-ce que signifie cette mort de l'art. Mais cela m'invite à me demander avec toi, pourquoi lisons-nous encore aujourd'hui? Pourquoi allons-nous voir des spectacles encore? On a applaudi lors de cette dernière crise qui nous traverse, la COVID, une véritable solidarité des spectateurs privés de leur activité favorite qui était plus qu'un simple loisir, donc aller au spectacle. Quelle émotion veut un lecteur ou un spectateur éprouver? Sait-il encore interroger ce domaine en choisissant un livre ou un spectacle? Et surtout, que reste-t-il dans un lecteur ou un spectateur après la lecture d'un livre ou après un spectacle?
Je précise que toi, tu te poses ces questions, tu continues à les explorer, comme tu as bien montré, pour sonder la puissance de l'acte créateur dans la vie quotidienne d'un individu. Et tu le fais à travers le corps qui participe pour toi effectivement à la création. Cela me semble non seulement important aujourd'hui, mais cela me semble être une urgence. J'aimerais savoir où t'ont porté ces interrogations. Où en es-tu dans la compréhension et dans l'élaboration des réponses à toutes ces questions que tu te poses? Oui. Euh, bah, première chose, oui, il y a peut-être une réduction d'aide aux arts, mais en même temps, il n'y en a jamais eu. Si on avait un peu plus d'aide aux arts et moins pour les militaires, ce serait peut-être on aurait une société différente. Et si il y avait si toutes les personnes qui travaillent pour faire de l'argent, que vraiment sur leur travail, il y avait une petite pourcentage, tout petit parce que ce serait rien pour eux, mais que ce serait quelques millions de dollars qui allaient aux arts, peut-être il y aurait une autre manière de voir. Mhm. Mais l'acte créateur, la création, la rencontre entre l'art, toute forme et donc qui l'a fait et qui la reçoit, c'est pas seulement pendant, à mon avis, c'est pas seulement dans le cadre, par exemple, d'une salle de théâtre ou quand on est en train de lire. Parce qu'il y a toute activité pédagogique, des ateliers d'écriture ou ateliers, cours de danse, cours de yoga chaque semaine. Et il y a aussi l'art est partout, la création, le fait de créer. Par exemple, là, il y a par exemple les, les lieux dans lesquels tu peux participer à des jeux de société. Tu es en Mhm. train de créer une histoire. Sinon, peut-être c'est pas intellectuel, mais si on est en train d'en s'entraîner pour créer des mondes, des univers. Ou sinon, les lieux dans lesquels tu dois créer, peindre ta céramique. C'est un autre niveau de l'art. Oui, Et, mais des cafés céramiques, oui. donc, c'est l'art un peu là présent, mais moi, dans ma première thèse, ce qui m'intéressait, c'est que je commençais à faire pour mon plaisir personnel, je n'ai jamais dansé sur scène, donc pour mon plaisir personnel, danser, prendre des cours, tout ça, en même temps que j'analysais les œuvres de danse, en danse contemporaine. Mhm. Mhm. Et je voyais qu'il y avait un grand changement pour moi entre vivre la danse de l'intérieur et de l'extérieur. Cela, je ne veux pas dire qu'une personne doit être 100% écrivain ou 100% danseur ou chorégraphe ou artiste pour faire de la réflexion. C'est toujours une question de qualité de la réflexion. Donc, une personne peut ne pas danser, être que spectateur et peut faire une très bonne qualité. Mhm. Pour moi, ça reste important. Mais dans mon cas, ça m'a changé parce que je voyais donc qu'en travaillant avec les danseurs, en suivant mes cours personnels, que ce n'était pas en danse contemporaine, mais c'était des cours en danse, par exemple, en danse baroque française, que ça Mhm. me plaisait, et en même temps, analysant certaines chorégraphies portant des discours identitaires, je me rendais compte que moi, quand j'étais spectateur, ou si j'avais été attiré par certains spectacles, c'était parce que finalement, dans ma tête, lié à tout mon contexte social d'appartenance, de vie, Mhm. je me construisais un sens je donnais un sens à cette danse, mais que finalement les chorégraphes, les danseurs-danseuses avaient construit euh, pas à travers une narration de type langagère, de type du langage, mais à travers le vocabulaire du corps. Donc, c'était une autre manière de ressentir, de parler de danse, de parler de leur chorégraphie. Du coup, il y avait toujours une relativité du fait que ce que je vois et ce que je ressens autour du même spectacle change. Et puis, ça change d'une personne à l'autre parce que moi, j'ai mon passé et mon présent. Une autre personne, si on est en train de voir le même spectacle, un autre présent et passé. Donc, c'était ça. Et donc, du coup, pour
pour moi, vu que j'étais en train d'entamer, définir une thèse sur la recherche, ça m'a changé aussi d'un point de vue du rapport à la recherche parce que finalement, toutes les théories qui m'intéressaient le plus, c'était des études de cas, c'était les paradigmes, c'était les prismes de réflexion et pas des théories. Parce que malheureusement, je trouve que la théorie en soi, et c'est plusieurs disciplines, toutes les traditions occidentales sur ça, avec la théorie, il y a une manière de l'écrire, d'écrire les théories qui provoque qu'on impose un point de vue. On ne peut pas imposer un point de vue, on peut imposer des prismes de réflexion, mais puis on en fera autre chose. C'est lié à... Donc c'est intéressant que les théories restent ouvertes, que ce soit... Et du coup, dans la thèse, c'était finalement, pour moi, c'était une autocritique on peut dire, un portrait du chercheur jeune, c'est-à-dire en formation, parce que finalement, j'ai déjà le fait que d'un moment à l'autre, il y avait peut-être une autrice en études de genre, un auteur en histoire, un autre en micro-histoire, un philosophe, une philosophe. Il y avait qui me semblait que ça devenait un terrain de réflexion et que par contre, si j'allais chercher qu'une étude en danse, et puis déjà, sont des études thématiques dans lesquelles tu as la tradition francophone, la tradition anglophone, puis l'histoire, et tu as déjà différentes manières de parler de la danse. Et je n'aurais pas pu faire ma recherche. Mais par exemple, j'ai vu qu'il y a un livre qui est sorti déjà il y a 8 ans, je crois, de Bernard Andrieux, qui est vraiment sur l'autocritique du chercheur, avec, il me semble, un ensemble d'essais des différents auteurs sur ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu, c'est très intéressant. Ce qui me plaît, c'est deux choses. Retiens mon attention ici. L'idée de mémoire vive avec laquelle nous allons dans une salle de spectacle pour assister à un spectacle ou pour lire un livre que nous prenons en main. Avec Miruna, nous avons parlé de la mémoire morte, de cette mémoire qui sort de notre tête pour être déposée sur le disque dur d'un ordinateur aujourd'hui. Donc, mais il nous reste quand même une mémoire vive qui reste en nous et qui nous définit, qui continue à nous définir et avec laquelle nous allons assister. Donc, nous assistons avec tout notre passé, notre présent et peut-être notre futur à un spectacle. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et deuxième chose qui m'a retenu l'attention, c'est cette démarche autocritique, donc une autocritique du chercheur par le prisme de la danse contemporaine, où tu assumes, tu es en posture, tu ne te contentes pas uniquement de critiquer les autres, comme font la plupart des théoriciens, effectivement, et des théories. Je pense ici à Marc Aurèle, qui invite à ne pas être sophistiqué, à ne pas être dans la sophistique, tu sais, les sophistes à cette époque-là, c'est-à-dire ne pas être uniquement dans le discours, dans la déclaration, ce que fait la théorie. Ce qui compte ici est la cohérence entre dire et faire, et tu fais intervenir le corps dans cette cohérence. C'est un exercice que chaque chercheur, finalement, devrait faire à un moment donné dans son parcours, dans son voyage, et c'est un exercice que tu fais très, très bien et de manière vraiment particulière. C'est lié au fait de douter. Si on continue à douter, peut-être on va continuer à être plus actif dans les changements. Il y a une change. De toute façon, on va changer tout le temps. Moi, il y a 10 ans, je termine une première thèse. Moi, maintenant, je suis vers la rédaction de la prochaine thèse. Je suis une personne complètement différente. C'est moi, mais c'est 2 mois différents. Bien sûr, absolument. Je t'écoute et je me rends compte combien tu as une pensée finalement très courageuse, évidemment originale, englobante aussi et tranchante en même temps. Parce que tu es à la fois dans la complexité, tout comme tu sais demeurer dans la simplicité. On pourrait dire avec Berthoz que tu es dans ce cas rare de la simplexité,
ce savoir-faire que je nommerai art de rendre simple, accessible, limpide des idées très complexes, difficiles et sensibles. Et pour toi, c'est le mouvement, c'est le corps qui t'aide à adopter cette simplicité. Je voudrais te proposer de revenir à cette idée de se trouver face à soi-même grâce à l'art, pour t'inviter à réfléchir à l'acte créateur comme connaissance de soi. Mhm. En quoi, selon toi, la littérature qui accueille la danse dans son espace se fait elle-même mouvement vers une connaissance de soi? Comprenons ici le soi comme une image que l'on se fait de sa propre essence. S'il fallait offrir des synonymes au soi, on pourrait dire être, on pourrait dire âme, on pourrait dire conscience, même si âme et conscience, peut-être c'est pas sur le même palier, mais je veux dire quelque chose d'englobant qui fait référence à notre essence. Selon toi, la littérature est-elle encore une voie d'introspection qui incite à se connaître soi-même et non pas seulement connaître une matière? Euh, j'ai envie de te répondre peut-être indirectement. Je reprends acte créateur, littérature, études littéraires. Euh, pour moi, c'est une question de comme. Alors, un acte créateur, on peut le définir différemment si on change nos regards. Et l'expérience de toutes les personnes qui travaillent, par exemple, dans le milieu littéraire, scientifique, de réflexion, de création, etc., chaque regard est différent par rapport à son expérience. Donc déjà, le mouvement, de mon point de vue, puis après, je peux te répondre une deuxième fois, mais vraiment autour du corps et écriture. Mais là, euh, vu que aussi tu es très intéressé par l'interdisciplinarité, par exemple, les études littéraires pourraient être peut-être plus interdisciplinaires à l'intérieur des études littéraires parce qu'il me semble qu'elles sont un peu bloquées dans l'analyse des textes. Donc, il y a déjà 10 000 manières, 10 000. En tout cas, il y a différentes manières, ça dépend d'où c'est ton point de vue, un point de vue plus sociologique, plus historique, il y a plusieurs manières. Mais le fait, c'est que me semble, c'est que c'est la même chose en danse en plus. Quand tu travailles, tu dois décrire le processus jusqu'à la genèse d'une œuvre. Spectacle, en littérature, tu découvres qu'il y a une influence mentale qui provoque toute la relation entre les gens. Du coup, tu as une hiérarchie. Notre monde, malheureusement, est soumis à des hiérarchies qui provoquent même abus de pouvoir et violence, etc. Et ça, on l'a vraiment si on déstructure comment est un livre, comment est toute œuvre de création. Tu vois l'importance de l'écrivain. L'importance de l'écrivain, c'est que l'écrivain écrit, c'est bien, mais ça reste une personne. Malheureusement, il y a tout un mythe de l'écrivain qui puis en plus influence les lecteurs, influence les communications, dans lequel l'écrivain, l'écrivaine semble, semble quelque chose de particulier, quelque chose avec une aura, etc. Donc il y a l'écrivain, mais il y a aussi les éditeurs, éditrices. Mais si on voudrait analyser une œuvre, on voit le point de vue des réviseurs, réviseuses. S'il n'y avait pas de réviseurs et réviseuses, on ne lirait pas du tout ce qu'on lit. Et les personnes qui s'occupent du graphisme, de la mise en page. On pense aussi aux toutes les personnes, les attachés des com, ils sont très importants. Les administrateurs, ceux qui trouvent l'argent pour permettre les œuvres, que l'art existe. Si tu ne collabores pas avec des personnes qui cherchent à trouver de l'argent, ciao, ciao, tu ne la diffuses pas ton œuvre. Donc tout ça, me semble que déjà, c'est un mouvement, c'est un travail de groupe. C'est-à-dire, moi, là, j'ai publié mon premier roman. OK, c'est moi l'écrivain. Mais à l'intérieur de moi, il y a eu un échange continuel avec, avant de le finir pour expérience de vie, que laisse quelques brines, quelque chose, mais après, il y a toutes les personnes qui travaillent autour de ce livre.
Donc là, c'est une mise en critique un peu peut-être de hiérarchie parce que sinon, ça semble que les personnes qui parlent, c'est toujours les mêmes. Euh, mais donc déjà ça, déjà prendre en compte toutes les personnes qui participent et avoir un point de vue plus économique, un point de vue plus social, un point de vue plus... Mais la plupart de ces personnes, ils veulent devenir écrivains, écrivaines. Mais est-ce qu'on est obligatoire? Non, on n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir la possibilité de pratiquer l'écriture d'un point de vue technique, d'un point de vue de conception, etc. Mais pour en faire, pour prendre un autre rôle dans le système littéraire, pour devenir correcteur, correctrice, si tu as, ou pour devenir, pour écrire journaliste ou autre chose. Donc, ça peut servir écrire, c'est pas seulement pour devenir écrivain, écrivaine, ça peut devenir autre chose. Donc ça, c'est... Et donc, il y a une performativité continuelle, il me semble, entre les personnes. Donc, le mouvement est là dans des manières métaphoriques. C'est interdisciplinaire un peu le rapport. D'une manière plus précise, liée à mon sujet de thèse, à ce qui m'intéresse, je parle de nouveau avec mes deux directeurs un peu de recherche, Alain Bolli et Robert Fagui, s'intéressent beaucoup aussi à la notion d'atelier. Un atelier d'écriture, au-delà des mass ateliers dans lesquels on bouge aussi, pendant un atelier, tu te fais une mise en doute. C'est un moment de pause dans lequel tu changes, tu sors de peut-être de ton bureau, dans ton lieu où tu travailles et où tu écris, le lieu comme ça, et tu te trouves dans un lieu avec d'autres personnes. Et donc, la prise de conscience du corps, à mon avis, sert pour prendre conscience de ce qu'on est, se mettre en doute aussi, mais aussi prendre conscience. Et donc, du coup, si tu changes ta perspective sur toi-même à travers ton corps, tu changes ta perspective aussi sur ton œuvre. Peut-être tu n'écris plus la même chose. Et pour faire un exemple en direct, encore une fois, c'est l'une des expériences pour moi les plus importantes jusqu'à maintenant, c'est ce fait pas en danse, pas en littérature, mais en archivistique. Parce que avec l'Association des archivistes du Québec, puis avec Yvon Lemay et Anne Klein, on a questionné la relation entre archives et création. Et avec 4 archivistes, une professeure de l'université Anne Klein et 3 archivistes, on a travaillé avec les yeux fermés à travers des techniques somatiques autour des gestes des archivistes. Et ça, tu changes ta relation avec les archives après, parce que en répétant tes gestes que tu fais instinctivement et tous les jours aux archives, tu prends différemment relation avec ta profession. Du coup, l'importance du corps, peut-être, ça peut être bien partout, dans différents métiers. Et là, pour moi, c'était encore plus évident. Donc, ce que je fais dans le doctorat, je reprends un peu ce processus fait avec des archivistes, mais avec les écrivains. Très intéressant. Pour rebondir sur ce dernier aspect, donc le corps comme échappatoire aux stéréotypes. Donc, c'est ça que tes études auprès des archivistes t'ont fait comprendre. Mais ce qui est très intéressant aussi et que j'ai bien aimé et retenu, c'est le fait que dans un atelier qui est un espace de mise en doute, c'est aussi un espace de travail personnel, mais qui est à visée collective. Donc, ne plus travailler uniquement pour soi, mais de travailler, de contribuer un petit peu au collectif. Je crois que nous ne pouvons plus, de nos jours, être indifférents, parce qu'être indifférent, c'est ne pas faire la différence. Et peut-être que le corps nous aide un petit peu, ça devient un moteur pour nous aider à ne plus être indifférents, à nous positionner face à nous-mêmes, à assumer nos individualités,
tout comme assumer l'individualité de notre discipline. Enfin, je l'appelle discipline, peut-être que le terme discipline ici n'est plus suffisant. Je ne sais vraiment pas comment la littérature va s'appeler par la suite. Une troisième question pour toi, Mathia, et dernière, c'est en 3 mots. Comment rêves-tu la littérature sur la scène du savoir à l'avenir, dans un futur pas trop éloigné? Peut-être en relation à ce que je disais avant, euh, qu'il y a un peu, peut-être que la performativité entre tous les niveaux, niveau industrie du livre, université, cours à l'université, réflexion, création, qui soit plus qui soit plus qu'il y a beaucoup plus de résonance, de rapport entre les différents niveaux, peut-être ça, et parce que parce qu'on a une vision un peu négative du monde du livre, le milieu du livre, l'industrie du livre, etc. Mais en même temps, on est là parce qu'on a la passion des livres et on croit que ça sert à quelque chose. Donc, les produire et les lire. Donc, surtout qu'il faudrait utiliser à son avantage tout ce que ça semble être une imposition, la loi de l'argent, la loi la pauvreté du milieu peut-être, le fait qu'il n'y a pas énormément d'argent, même s'il y en a, mais c'est moins que beaucoup d'autres travails, de beaucoup d'autres professions. Et donc, mais d'utiliser l'avantage, je ne sais pas comment, mais peut-être le fait de le voir de manière positive, les choses, de comment on peut utiliser les choses qui nous font plus peur ou qu'on trouve, ah, mais non, ça, c'est pas de l'écriture parce que là, c'est de la vente, etc. OK, mais comment on pourrait quand même les utiliser pour qu'il y a la passion, il y a le fait d'en faire quelque chose pour nous et pour les autres. Peut-être ça. Et puis, par contre, de manière très, très subjective, ben, moi, j'aime bien lire des œuvres. Tu as parlé de complexité, à un moment de complexe. Donc, j'aimerais bien qu'il soit produit le plus de livres possible dans lesquels ça ne te suffit pas de le lire une fois. Il faut le lire plusieurs fois pour que tu comprennes des choses différentes des histoires, que ce soit essai ou narration ou poésie. Voilà. Ah. J'aime beaucoup cette idée de voir les choses de manière positive. Et je retiens cette idée de en finir de uniquement les analyser dans leur aspect négatif, dans la lourdeur, mais aussi de sortir un petit peu de cette zone, les voir de manière positive pour pouvoir progresser. Et puis, je crois que tu as tout à fait raison. Nous positionner face à nous-mêmes, je crois que c'est être vrai par rapport à nous-mêmes. On lit parce qu'on aime lire. Et plus on va émaner de notre vérité, plus on va vers le nouveau, plus on pourra construire quelque chose de différent, un autre cadre pour l'art, pour la littérature, sur le plan de l'éducation aussi. Plus nous sommes vrais avec nous-mêmes, plus le monde sera vrai avec nous. Pourquoi? Parce que l'inverse est vrai aussi. Plus nous nous mentons nous-mêmes, plus les autres nous mentent. Et jusqu'ici, nous avons trop été pris peut-être dans un système, dans une matrice disciplinaire, sociale. Tu as montré un petit peu le regard que les autres posent sur l'objet livre. Nous avons été pris dans un système, dans une matrice dont le mouvement, la dynamique nous obligeait à ne pas toujours être vrais avec nous-mêmes, à nous trahir parfois, à vivre dans le mensonge, dans le simulacre et dans la défiguration de soi. Et je crois que c'est temps que cela cesse. C'est à partir de cette métamorphose et de cet engagement intérieur, donc le corps est très important, aussi l'individuel, un engagement individuel qu'une nouvelle extériorité, un nouveau cadre collectif pourra se profiler.
Mathia, nous avons ouvert cette causerie avec Pina Bausch et j'aimerais que nous le fermions aussi avec elle. Je la cite. Longtemps, j'ai pensé que le rôle de l'artiste était de secouer le public. Aujourd'hui, je veux lui offrir sur scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne plus, des moments d'amour pur. La scène vous appartient. Vous, les jeunes, vous êtes les chorégraphes du prochain ballet, de la prochaine danse. Faites transparaître en elle vos propres aspirations et convictions. Rien de plus. Sortez du compromis, ce que nous n'avons pas su et où nous n'avons pu faire. Entrez dans vos propres vérités. Je crois que c'est la chose à faire dans un avenir pas trop éloigné. Merci beaucoup, Mathias Scarpula, Merci à toi, Mirella. pour cette Merci. rencontre-réflexion, pour l'impressionnante et très belle perspective que tu nous as permis d'ouvrir grâce à la singularité de ton histoire et de tes démarches aussi de création. Je te souhaite que les meilleurs mouvements t'inspirent pour sentir les mots et les choses à venir. Merci beaucoup, Mathia. Merci. Merci à toi.